Toyota parti. Production System. Tout à fait, la mère de tous les systèmes, de ce qu'on en raconte. Parce que voilà, Vincent nous avait effectivement fait l'historique. Un système qui est né des contraintes, mais qui est né avec une philosophie bien particulière, après-guerre, qui a mis longtemps à mûrir, hein, parce que on reconnaît qu'il est globalement mûr dans les années 60-70, de ce qu'on en lit. Alors de ce qu'on en lit, parce qu'il y a eu tellement de publications, tellement de benchmarks, tellement de livres, tellement de formations sur le sujet, tellement d'européanisation aussi, on parlait aussi de l'import en fait, du système initial, que voilà, on va vraiment pas se poser comme étant des experts parce que tout le monde aura sa version du système, mais ce qui nous intéresse, c'est de rappeler un peu les bases. Oui, et puis de partager aussi avec vous ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en avez, vous? Comment est-ce que vous l'appliquez? Est-ce que vous voyez les systèmes parallèles? Est-ce que dans vos entreprises, vous avez des systèmes aussi qui sont conçus sur un modèle aussi similaire, hein? C'est beaucoup, en fait, se sont lancés. Donc c'est aussi ça, tout ça qui nous intéresse, de pouvoir échanger avec vous ce soir. Carrément, il y a plein d'interprétations différentes. Étant donné que c'est l'un des premiers systèmes, chacun directement s'est un peu adapté selon sa culture, à adapter un peu le système initial. Hein. C'est quand même, comme nous le disait Vincent il y a 2 semaines, hein, c'est quand même aussi basé sur une grosse culture japonaise. Donc c'est essentiel de garder cette culture japonaise, et pourtant on a tendance en Occident à oublier un peu l'aspect culturel et d'appliquer plus les outils, les méthodes. Voire que les outils. Voire résumer ça une poignée d'outils sans comprendre l'ensemble, qui a une cohérence d'ensemble et qui sert un but. Donc si on reprend un peu notre petit temple de la TPS qui est à la base, comme on disait, d'un peu tous les systèmes Lean qui ont été adaptés par la suite, est-ce que je vois ta photo, Ludo? J'arrive, tu vas la voir. Du coup, on va pouvoir... Pourquoi est-ce que c'est une forme de maison déjà? Pourquoi c'est une forme de temple, non? Ouais, de temple, de maison, c'est pour ça qu'il y a eu plein de versions de temple d'ailleurs différents, mais en quoi est-ce que ça a une forme de... C'est quoi la logique d'une maison alors que ça aurait pu être une pyramide, un bateau. Un bateau, ou même comment ça s'appelle là sur PowerPoint, les smart art, tu sais, où on a inventé plein de trucs. Mais pourquoi c'est une forme de maison? Pour moi, hein, ma version, c'est que c'est une forme de maison parce que pour moi, ils ont voulu apparenter ça à quelque chose qui nous parle tous et nous dire que dans tout leur système de production, il y a une base. Il y a un sommet, il y a l'objectif final, le sommet tout en haut, et entre cette base et ces sommets, il y a les piliers qui permettent de prendre de la hauteur et d'arriver à ce but. Vous êtes d'accord? Oui, complètement. C'est la définition c'est la définition de la maison Toyota, maison TPS, etc. Ouais. Tu as la première question du chat de Nathalie Dent que tu connais très bien. Qui te dit, c'est toi qui as dessiné la maison Aurore? Non. Non, parce que moi, ça ressemblerait plus à la tour de Pise, si je l'avais fait. On peut le dire. Donc, non, c'est pas moi, mais c'est vrai que c'est une belle image, en vrai. Enfin, ça parle à tout le monde, t'as la base, voilà. T'as les objectifs. Alors, les objectifs, j'ai plus l'image, mais on va le dire de tête, hein. On les connaît par cœur. Par cœur. Les objectifs, c'est évidemment... En fait, c'est très orienté sur qu'est-ce que veut mon client. Alors, on rappelle que le mercredi, on est vraiment sur l'amélioration continue, que ce soit tous les domaines, pas forcément pharma. Donc là, on va parler de clients. Donc, on veut vraiment... l'objectif, c'est de satisfaire son client. Donc, pour satisfaire son client, ils partent du principe que on doit leur offrir la meilleure qualité possible. On doit aussi que... à la fois pour eux et en même temps pour l'entreprise, que ce soit à moindre frais et dans les délais, tout ce qu'ils veulent. Et aussi qu'il y ait un aspect sécurisation de la production, du marché. Voilà. Du coup, en fait, quand tu as tous ces objectifs, le client, tu peux te dire qu'il va être satisfait et qu'il va vouloir marcher avec toi. En fait, c'est un peu comme, pour moi, c'est un peu comme avant, tu avais peut-être 80 R5 tous pareils ou 5000 R5 toutes pareilles.
Maintenant, on a une C3 avec un coup du cuir, un coup du tissu, etc. Bah, ça reflète un peu maintenant ce qui... T'as une C3 cuir, toi. Ça existe ça? Je sais que ça existe, mais j'ai pas de C3 cuir. Mais ça montre la spécialisation qui est attendue par les clients. Les exigences des clients et le fait que maintenant tu fonctionnes que si tu réponds à une demande client et tu deviens concurrentiel aussi en faisant ça. T'es d'accord, Ludo? Ah oui, moi Complètement d'accord. Moi je dis que des conneries dans le chat et puis pour l'instant... Est-ce que ça clash un peu? Non, ça va pour le moment? Non, c'est des bisous avec Nathalie. Ah ouais, on fait des gros bisous à Nathalie alors. Et à sa petite aussi quand même. Elle fait des petits bisous aussi. Ok. Tu lui fais aussi des petits bisous Complètement, je connais pas Nathalie, mais bisous à Nathalie. Donc si on part sur ce but finalement du client, on va commencer toute la démarche de TPS et on va partir sur la fondation au final. La fondation, comme toute maison qu'on construit, à part la tour de Pise, les fondations c'est essentiel pour pouvoir justement construire quelque chose de solide et qui va perdurer dans le temps au final. Ouais, et c'est vrai qu'on s'est rappelé, parce qu'on pense toujours d'emblée, on tape dans les standards, dans les outils, mais que la première couche de ces fondations, c'est stabilité. Et qu'est-ce qu'on met derrière stabilité? La première chose, on dit toujours qu'on ne commence pas à faire de l'amélioration continue sans faire un 5S, qui effectivement, ça aussi, c'est quelque chose, je pense que vous avez tous expérimenté des 5S, qui sont généralement arrêtés au 4e. Malheureusement. Ouais. Mais à titre personnel, j'ai jamais vécu, et j'en ai fait plusieurs, des 5S qui perduraient des années et des années, je veux dire. Qui perduraient de façon vraiment comme étant un absolu. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a derrière le 5S? Il y a finalement toute cette notion de condition. De réussite en fait, qui place un atelier dans tout ce qui va permettre de monter des murs derrière, mais les éléments de base qui est j'ai un atelier qui est rangé, qui est avec des gens qui savent ce qu'ils ont à faire, avec des standards opératoires qui existent et avec des conditions, et ça c'est quand tu parlais de sécurité qualité, en fait c'est là que ça commence. C'est là que ça commence en fait, et généralement les bonnes approches, il est reconnu que, je vais plutôt le dire comme ça parce que encore une fois on a tous vécu des choses différentes, que les meilleures en fait approches sur ces systèmes de production partent à se poser la question: est-ce que je travaille en sécurité et est-ce que j'ai une perspective qualité aussi qui est présente, ne serait-ce que visuellement. Si tu n'es pas dans ces conditions-là, comment tu veux faire un travail correct? C'est assez logique. Si tu n'as pas les bonnes bases. Tout le reste, c'est assez logique, c'est du bon sens qui vient partout. Si tu n'as pas les bonnes bases, le reste, c'est quand même... Enfin, il faut dire aussi, le TPS, t'as pas mal aussi l'esprit de tout ce qu'ils appellent les 3M derrière aussi, pas de gaspillage ou trop d'efforts, ou voilà, tout ce qui est excessif. Du coup, si t'as pas les bonnes bases, en fait, tu vas carrément, alors soit produire du gaspillage, soit carrément devoir faire beaucoup d'efforts pour essayer de contrecarrer ton plancher qui est pas droit, quoi. Donc voilà. Après, deuxième couche, qu'est-ce qu'on trouve? Tout ce qui est standardisation. Alors, c'est dit, travail standardisé, oui, tout ce qui est la partie standardisation. Ça, on fera des streams là-dessus. Ouais. Parce que c'est un sujet avec un parallèle évident aussi sur la partie pharma. Ouais. D'ailleurs, je me suis posé la question avant, est-ce qu'on a toujours des parallèles avec de la pharma? Pas toujours. Non. Mais par contre, il y a des éléments où là, on a vraiment des points de convergence. Parenthèse. On va avoir deux piliers principaux. Alors, la maison TPS, selon les sources, vous allez retrouver différentes choses qui sont mises dans les piliers, mais il faut comprendre que globalement, on a le Juste-à-temps d'un côté et le Jidoka de l'autre côté. Donc, pour moi, le Juste-à-temps, ce que j'observe, c'est vraiment sur l'amélioration des processus, on va dire, industriels. Et toute la partie Jidoka, c'est plus sur la partie humaine, finalement. Qualité humaine, en fait. Et un peu, pour moi, aussi le travail de l'homme avec la machine. C'est alors, le travail de... Alors, la partie Jidoka. le travail de l'homme avec la ça. machine,
qui fait que, comme nous l'avait présenté Vincent, qui fait que la machine va permettre d'avoir aussi quelque chose de qualité directement. Parce qu'il nous expliquait que dès qu'il y avait eu un défaut dans le métier à tisser, ils avaient fait un système que dès que la machine identifiait un défaut, elle s'arrêtait plutôt que de produire avec un défaut. Quoi. Ce qu'il nous avait expliqué, c'était le principe de base de Jidoka, c'est un fil avec un plomb. Si le fil se casse, le plomb tombe, ça a activé un mécanisme, ce qui disait que la machine ne pouvait plus tourner. Ouais. Donc, plutôt que de tourner à créer des défauts, c'est que la machine, elle est bloquée. Ouais. Et tu ne peux pas couper aller outre ce système-là. C'est ça. Et ça, c'est le principe du Jidoka. Après, voilà, c'est ce qu'on va retrouver dans la maison, avec alerte et arrêt sur les anomalies. Séparer le travail humain et le travail machine. C'est que l'humain travaille avec la machine. C'est pas remplacer. Il y a des interprétations. C'est pas remplacer l'homme par la machine. C'est vraiment réussir à ce que la machine soit un plus et que l'homme soit aussi un plus du travail entre à la fois la machine et. C'est important parce que celui-là, il est souvent mal compris. La séparation. Il faut imaginer, vous avez un tube d'acier. L'opérateur, il doit le couper en deux. Il prend le tube, il le met sur sa machine, il appuie sur le bouton, la machine coupe, il prend les deux bouts et il les pose. Séparation, donc là, la machine et l'homme sont connectés. Quand vous allez séparer l'homme et la machine, mais c'est la base de tout système, de toute ligne, nous on l'a un peu oublié, mais c'est super important, ça veut dire que la personne, en fait, elle met le tube à couper, il appuie sur un bouton et il commence à charger le deuxième. Et la machine va faire son process et va séparer les deux bouts et va ranger les deux bouts. C'est là où on commence à séparer l'homme et la machine. C'est ça qu'il y a derrière ce principe de séparer l'homme et la machine. Il ne faut pas que l'homme bloque la machine ou que la machine bloque l'homme. Ralentissement. Typiquement, sur les industries conditionnement, c'est ce qu'on va voir, c'est le fait de charger en étui, en notice, c'est les chargeurs par exemple. Ça, c'est typiquement de la séparation homme-machine. Je vais charger tout un carton de notice, je ne vais pas en mettre notice par notice. Et c'est là où vous séparez le cycle de l'homme, vous séparez le cycle de la machine. Ouais. Et puis tu as aussi l'aspect que... Enfin, il y a des choses qu'un humain peut faire, des décisions, quand l'homme reste propriétaire au final. Et on ne peut pas remplacer la décision d'un humain, mais aussi des machines permettent de faire des choses qu'un humain ne peut pas faire non plus. Aussi bien au niveau de la force ou de la compétence d'une machine. Voilà. Donc ça, c'est toute la partie Jidoka, au final. On pourra rajouter plein de notions, mais il y a aussi la notion d'autonomie en fait, qui va avec ça. D'autonomie et d'initiative à l'amélioration. Parce que vous êtes aussi dans le pilier où on voyait le mot Kaizen qui était juste en dessous, qui était l'amélioration continue, partie de touche, concrète. Et ça, je veux dire, c'est pas le rôle de uniquement booster ou le responsable de l'amélio de l'atelier, c'est ce qu'on attend aussi d'un point de vue culturel de l'ensemble des participants. Et ça, c'est aussi une façon de rendre en fait sa valeur à l'humain, ce qui est différent en fait des productions en fait très à la chaîne qu'il pouvait y avoir sur les siècles précédents et qui avaient montré aussi leurs limites. L'aliénation du travail idiot et qui finit par être contre-productif. Hello Charlie. Hey Charlie Pic, salut. Tu connais bien Charlie Pic, oui, on se connaît bien avec Charlie Pic. Just à temps, on est allé assez vite sur Just à temps. Moi, je voulais juste rebondir sur le fait que des fois, justement, toute la partie humaine, il y a des schémas qui l'illustrent, qui mettent la maison TPS avec au cœur carrément un humain pour expliquer que la partie humaine est ultra importante en fait. Ce que les Occidentaux ont oublié. Voilà, donc souvent. Les Occidentaux, ils représentent la maison, mais sans le petit humain au milieu. C'est ça. Et alors qu'à la base, cet humain est là et même au cœur de la maison, quoi. C'est peut-être pour ça que c'est une maison. C'est pour ça que c'est une maison. Ouais, c'est pour abriter le petit humain. On a des gens dedans. On vient de comprendre. On en apprend des choses. Non, ouais, juste sur le juste à temps, oui, il y a pas mal de notions. Alors moi, ça me fait penser à un peu le takt time, un peu le juste à temps, c'est produire
quantité demandée, la bonne quantité, pas plus, pas moins, au bon moment, on va dire. Et pour moi, c'est un peu l'esprit justement de Tag Time. Ouais, alors, définition du Tag Time, c'est un temps. C'est un temps. Fais tac. Ouais, c'est le temps. Vous allez prendre la quantité. Vous allez prendre la quantité nécessaire. Donc, grosso modo, ça va être vos commandes. Et vous avez tant de temps pour délivrer ces commandes. Ouais. Donc, vous faites ce temps-là divisé par le nombre d'unités. Donc, c'est un temps par unité. Ok. C'est par exemple, j'ai 1 heure pour sortir une voiture. J'ai 1 seconde pour sortir un carton sérialisé, etc. C'est un temps. Et c'est souvent un peu antinomique pour nous, producteurs. C'est que souvent, nous, on parle en unités par heure, alors que là, le tag time, c'est l'inverse. Mais la grosse différence, c'est le tag time, c'est du temps par rapport aux besoins. C'est pas la capacité. Ça n'a rien à voir avec la capacité. Et après, ce tag time va être comparé par rapport à la capacité. Enfin, c'est représenté par un métronome. C'est tac, 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 tac. Et à chaque fois qu'il y a tac, il y a une unité qui doit sortir. C'est vraiment le cadencement pour les commandes. Mais je crois que là, on est sur le TPS et il me semble avoir... je sais pas s'il y a dans le chat peut-être la personne qui me l'a dit, que justement à Toyota, dans certaines... à Toyota, en fait, même sur les lignes de production, ils ont cette notion de métronome. Ah oui. Ouais, ils ont en gros un signal. Alors le signal, il peut être sonore ou lumineux, ou voilà, bon, ça reste un signal. Et ils ont cette notion de tag time directement sur les lignes de production. Alors, on a quoi d'autre dans le juste temps? Il y a quand même des notions qu'on n'a pas abordées, on parle beaucoup, par exemple le SMED, quand même, on en parle beaucoup. Ça, je pense qu'il y aura carrément on en a déjà causé. Une émission de... Oui, c'est vrai, c'est vrai. La partie flux tiré, c'est la demande qui tire le flux. On essaiera d'avoir sur ces notions-là, faire venir un logisticien pour pouvoir parler de ça avec les logisticiens. Donc ça, on fera un stream. Qui le feront très très bien. Ouais. On est allé assez vite sur et on n'a pas défini, parce que le titre, il n'est pas tout à fait Charlie Pic. Il y a le Eijunka, je ne sais même pas comment on prononce. On n'a pas défini. Ça ressemble à un mot islandais. Qui s'y fout là? Je sais pas. C'est vrai que ça fait pas très japonais. Donc ça, c'est la notion de travail, enfin de charge de travail lissée, si je devais résumer. Et c'est le principe d'éviter en fait les pics d'activité et les sous-activités, quitte à revoir en fait la séquence d'un atelier, pour avoir en fait des séquences qui sont toujours les mêmes, mais qui sont, elles, calibrées pour rencontrer le besoin du client, et puis éviter en fait les sous-charges ou surcharges de l'atelier lui-même. C'est une notion de juste à temps qui est le juste nécessaire et le bien planifié, évidemment, alors ça, avec la dose d'aléa qui est bien calibrée pour ça, mais qui permet d'avoir effectivement une charge de travail qui, elle, est du coup plus digeste, parce que quand tu as des effets de pic, tu as du mal à les absorber. Quand tu as de la sous-activité, souvent tu peux facilement perdre du temps. Donc ce concept-là, effectivement, il appelle des méthodos derrière pour justement lisser la charge, en tous les cas redécouper la charge et la segmenter sur une période pour que ce soit digeste. Ouais, mais ça peut être un peu... Donc moi, c'est ma compréhension en tous les cas. C'est que tu fais pas 200 unités sur une semaine et 50 la semaine d'après. Tu lis, tu fais pas des heures sup une semaine pour pouvoir être à l'arrêt. Pour pouvoir être à l'arrêt et puis plus rien avoir à faire le jeudi matin. C'est d'ailleurs ce qu'ils disent à la base, c'est t'as, comme on disait, l'esprit humain au milieu, et après ils parlent des démons en fait de l'esprit humain qui représentent les troisièmes. À la fois le Muda, le gaspillage, je crois que c'est Moura, c'est tout cet effet d'irrégularité justement. Et après le Mouri, c'est tout ce qui est un peu excessif. C'est par exemple, tu as besoin de... pour faire quelque chose, en fait, tu as besoin d'avoir beaucoup d'efforts, tu vois. Donc en fait, c'est cet esprit, ces trois démons qu'ils appellent ça, les troisièmes. Moi, je vais faire par une petite expérience personnelle.
sur ce Heijunka là, c'est que souvent les gens vont confondre le just-in-time. Quand moi j'étais à la Q, on me disait ouais mais le client il est roi, just-in-time, just-in-time, just-in-time. Donc c'est grosso modo, tu te débrouilles, ta capacité, tu te la mets dans le fondement. Il y a un coup de chauffe sur l'Italie. Il y a un coup de chauffe à l'Italie par exemple, et c'était en mode non, just-in-time, 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 c'est la base du lean, etc. Mais en fait ces gens-là, le Heijunka, donc je parle souvent à mes amis logisticiens, customer service, etc., ils oubliaient ce principe. Et en fait, voilà, ils avaient pris une partie de la maison, le just-in-time c'est la clé du lean, c'est le lean, c'est comme ça qu'on sera performant, etc. Sauf qu'ils n'avaient pas la partie Heijunka où on doit quand même faire un travail de lissage. C'est pas, moi en tant que pharmacien libérateur, je l'ai fait quelques années, j'ai 45 libés à faire avec Christophe pendant une semaine et puis 20 la semaine d'après. Donc ouais, petit truc pour nos amis, si on vous tire un peu trop sur le just à temps, il faut dire ouais c'est just à temps, mais aussi avec du Heijunka. Un jour je saurai le prononcer. Céline Aspen nous rappelle, effectivement, c'est les principes de roue. Vous savez, quand on a des FRS, des Fixed Repeating Scaling ou des roues séquentielles, où on fait sur une semaine à peu près toujours le même cycle ou sur une période toujours le même cycle. Et effectivement, on est en train effectivement d'expérimenter le principe de train, mais c'est à peu près la même logique, c'est des séquences en fait d'analyse qui sont elles-mêmes répétitives et qui sont calées pour avoir une absorption qui est plus facile. Et donc oui, l'autre bénéfice, il y a le bénéfice du client, et tout à l'heure on parlait du bénéfice des équipes, le bénéfice en fait à avoir un travail qui est digeste et qui se fait dans des bonnes conditions de sécurité, de qualité, et on est là-dedans aussi. Le lissage de la charge permet effectivement de travailler plus sereinement.